Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du module 2. Donc j'espère que vous êtes autant excités que moi à l'idée de commencer ce module. J'espère également que toutes les vidéos du module 1, toutes les règles, tout ce qu'on a appris dans le module 1 sont acquises. Parce que c'est très important, que ce soit pour le module 2 ou pour les autres modules, on va en avoir besoin. D'accord? Donc si c'est pas acquis, je vous invite à retourner, à regarder les vidéos et à refaire les exercices. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur le groupe Facebook privé ou en commentaire des vidéos, parce que c'est vraiment très important. On va en avoir besoin pour les prochaines vidéos des autres modules. Donc c'est vraiment très important que tout le module 1 soit acquis. Alors, dans cette première vidéo du module 2, on va voir les verbes modaux. Donc, premièrement, on va voir les différents verbes modaux qui existent en anglais. Ensuite, on va voir leur conjugaison, donc que ce soit au présent, au passé ou au futur. Ensuite, on va voir la formation d'une phrase avec un verbe modal. Et pour finir, on va voir quand est-ce qu'on utilise chaque verbe modal. Alors, premièrement, les différents verbes modaux. Donc là, je vous ai fait un petit tableau avec les différents verbes modaux, donc que ce soit au présent, au passé, au futur et avec leur traduction. Premièrement, on a can, qui au passé devient could et au futur could aussi. Très simple, qui veut dire pouvoir. Ensuite, on a may, qui devient might au passé et might au futur, qui veut également dire pouvoir. Donc dans la vidéo, on va voir c'est quoi la différence entre can et may. Et on va voir quand est-ce qu'on utilise l'un et quand est-ce qu'on utilise l'autre, parce que du coup en français ça veut dire la même chose. Ensuite on a should et ought to. Donc ought to, attention, on ne prononce pas le G et le H. On prononce juste le T, ought to. Attention à ce mot. Il n'existe pas de forme pour should et ought to au passé et au futur, donc qui veut dire devrait en français. Et pour finir, donc on a must. Pareil, il n'existe pas de forme au passé et au futur pour must. Mais on va voir dans d'autres vidéos comment parler au passé et au futur quand on veut dire devrait et devoir. Vous inquiétez pas, il y a d'autres mots à utiliser pour le passé et le futur, mais on verra ça dans d'autres vidéos. Deuxièmement, la conjugaison. Les verbes modaux ne se conjuguent pas. Ils restent identiques à toutes les personnes. Donc là, je vous ai fait un petit tableau donc avec le verbe modal can, mais c'est exactement la même chose pour chaque verbe. Can reste tel quel à toutes les personnes, même à la troisième personne du singulier. Généralement, c'est là où il y a un petit changement au présent, mais là, non. Il n'y a aucun changement. Can reste tel quel à toutes les personnes, d'accord? C'est la même chose au passé ou au futur. Pour could et might, c'est pareil. Il restera tel quel à toutes les personnes. On ne le conjugue surtout pas. Ensuite, on va voir donc la négation. Donc pour can, à la négation, ça devient cannot. Avec la contraction can't. Attention, toujours accrocher cannot. Ensuite, donc on a could, qui devient could not. Donc là, on voit bien que c'est bien séparé. Et avec la contraction couldn't. My qui devient might not, might qui devient might not. Donc là, il n'y a pas de contraction, d'accord? On ne dit pas might. Non, c'est might not et might not. Il n'y a pas de contraction pour ces deux verbes. Ensuite, on a should qui devient should not ou shouldn't. Et ought to. Donc ought to n'a pas de négation, d'accord? Si on veut utiliser ought to pour une phrase négative, on va utiliser shouldn't ou should not. D'accord? Mais il n'y a pas de négation pour ought to. Et pour finir, must, donc qui devient must not ou mustn't. Là, attention. La prononciation, on ne prononce pas le T de must. Mustn't. D'accord? On ne prononce pas le T, mais par contre, on l'écrit. Donc là, c'est vraiment, faut faire vraiment attention parce que du coup, quand vous le prononcez, vous allez prononcer mustn't. Donc vous allez vouloir l'écrire mustn't sans le T. Alors que non, ce sera faux, d'accord? À la prononciation, on n'entend pas le T, mustn't, mais à l'écrit, on écrit le T, d'accord? Donc c'est très important, il faut faire attention. Troisièmement, on va voir la formation d'une phrase. Donc comment on forme une phrase avec un verbe modal? Donc c'est très simple, on prend le sujet, le verbe modal et le verbe à l'infinitif. On ne conjugue pas les verbes après un verbe modal, jamais. D'accord?
n'importe quel verbe modal, le verbe suivant ne sera pas conjugué, sera toujours à l'infinitif. Donc par exemple, là j'ai pris le sujet she, le verbe modal should. Donc là le verbe modal je ne l'ai pas conjugué, d'accord? Donc j'ai pas mis de s à should. She should, c'est faux. C'est she should, pas de s. Et le verbe à l'infinitif, donc là j'ai choisi le verbe swim, nager, donc elle devrait nager. She should swim. Pareil, le verbe il reste à l'infinitif, je ne l'ai pas conjugué. Je n'ai pas dit she should swims ou she should swimming. Non, le verbe reste à l'infinitif. She should swim. Et pour finir, donc on va voir quand est-ce qu'on les utilise. On commence avec can et could. On utilise can et could quand on parle de la capacité physique ou mentale que l'on a de faire quelque chose. D'accord? Donc, je vais vous montrer des exemples, ça sera plus clair. Premier exemple, I can play violin, qui veut dire je peux jouer du violon. Là, on parle de ma capacité physique à jouer du violon, d'accord? Je peux, je n'ai pas des problèmes au bras, non, donc j'ai la capacité physique de jouer du violon. Et on parle également de la capacité mentale. Je sais jouer du violon, donc je peux en jouer. Donc là, on parle de la capacité physique et de la capacité mentale à faire quelque chose. Deuxième exemple, I could speak 5 languages. Je pouvais parler 5 langues. Donc là, on parle plus de la capacité mentale. Là, c'est pas du tout la capacité physique, c'est juste mental. Je pouvais parler 5 langues. Ensuite, donc my et might. On utilise my et might quand on demande ou donne l'autorisation, la permission ou la supposition de faire quelque chose. My et might, c'est une forme plus polie pour parler que can, d'accord? Donc, c'est pas très utilisé. On utilise surtout ces deux mots quand on parle dans un milieu professionnel, dans un cadre professionnel. Alors, premier exemple, you may use my stapler. Vous pouvez utiliser mon agrafeuse. Donc là, vous voyez bien, j'ai utilisé pour la traduction en français, j'ai utilisé le sujet vous. Alors que j'aurais pu très bien utiliser le sujet tu, parce que comme vous savez, you, c'est tu et vous au même niveau. Il n'y a pas de différence, c'est vraiment au même niveau. Mais là, j'ai utilisé pour la traduction le sujet vous, pour vraiment que vous compreniez que c'est une forme très polie de parler, d'accord? Donc quand vous utilisez my et might, c'est comme si vous voyez quelqu'un en français, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé vous, pour vraiment que vous compreniez que c'est une façon très polie de parler. Donc là, je l'autorise, je lui donne la permission d'utiliser mon agrafeuse, donc j'utilise my. Ensuite, she might be sick, qui veut dire elle était peut-être malade. Donc là, on est plus dans la supposition, d'accord? Donc pour supposer quelque chose, en français, on utilise le mot peut-être. Et bien là, c'est pareil. Le mot peut-être va être transformé en might be ou alors maybe. Je pense que vous connaissez tous ce mot-là, maybe. On a toujours l'habitude de dire maybe pour dire peut-être. Mais on peut également aussi dire might be si on veut parler au passé. She might be sick. Donc là, on suppose qu'elle était malade. Donc on utilise en français, donc c'est la tournure du mot peut-être. Et en anglais, ça va être soit might be ou soit might be. Ensuite, on a should et ought to. Donc, on utilise should quand on donne un conseil ou un avis et ought to quand il y a un devoir moral. Donc, ought to, c'est toujours quand on donne un conseil, mais qu'il y a un devoir moral en plus. Donc, ought to est plus fort que should. Premier exemple, they shouldn't take their bike now, it is raining. Qui veut dire, ils ne devraient pas prendre leur vélo maintenant, il est en train de pleuvoir. Donc là, c'est un conseil qu'il leur donne. Ils ne devraient pas, c'est un conseil que je leur donne parce que comme il est en train de pleuvoir, c'est dangereux, donc je leur donne le conseil de ne pas prendre leur vélo. Attention, donc là j'ai fini ma phrase par It is raining. J'aimerais bien que vous mettiez en commentaire de cette petite vidéo le temps de cette phrase. It is raining. On l'a vu dans le module numéro 1, d'accord? Donc j'aimerais bien que vous mettez en commentaire le temps de cette phrase et si vous ne trouvez pas la bonne réponse, le bon temps de la phrase, je vous invite
Non, je sais pas, je vous invite, je vous ordonne de retourner voir les vidéos du premier module, de me retrouver la vidéo en question et de la regarder. Ensuite, vous reviendrez dans cette vidéo. Vous m'écrirez en commentaire le temps de cette phrase, d'accord? Voilà, comme je vous disais, c'est très important que vous ayez vraiment tout assimilé du premier module parce que du coup, on va en revoir petit à petit comme ça dans les vidéos, donc que ce soit du module 2 ou dans les prochains modules. Si vous n'arrivez pas à trouver le temps de cette phrase, It is raining. Il est en train de pleuvoir. Vous arrêtez cette vidéo tout de suite et vous allez re-regarder les vidéos du module 1. Donc, revenons à nos moutons. Donc, should, c'est pour donner un conseil. Donc là, je leur donne un conseil. Ils ne devraient pas utiliser leur vélo maintenant. Deuxième exemple, I ought to call the police, qui veut dire je devrais appeler la police. Donc là, pareil, c'est toujours un conseil, donc je devrais, donc je me conseille à moi-même que je devrais appeler la police. Mais en plus, il y a un devoir moral, d'accord? Là, j'utilise ought to parce que du coup, mon conseil est plus fort. Donc, j'utilise pas should, mais j'utilise ought to, d'accord? Généralement, ought to, c'est pas un mot qui est très utilisé. Voilà, c'est vraiment, on l'utilise quand vraiment il y a un devoir moral, mais sinon on utilise plus should que ought to. Mais c'est tout de même très important de le connaître. Et pour finir, donc on finit avec must. Donc must, on l'utilise quand on parle d'une obligation, d'une règle ou d'un devoir. Quelque chose qu'on n'a pas le choix de faire. C'est une obligation, on n'a pas le choix. Premier exemple, we must pay rent. Nous devons payer le loyer. Donc là, on n'a pas le choix. C'est une obligation, c'est une règle. Chaque mois, on doit payer le loyer. C'est une règle, donc j'utilise must. Deuxième exemple, you mustn't kill another person. Tu ne dois pas tuer une autre personne. Bon, cette phrase, je sais qu'elle est un petit peu, voilà, vous l'utiliserez pas, hein, j'espère que vous n'aurez jamais à dire cette phrase, mais voilà, c'est pour vraiment que vous compreniez bien. Donc, tu ne dois pas tuer une autre personne, tu n'as pas le choix, c'est une règle, voilà, on ne doit pas tuer les gens, bah là, c'est une règle, tu ne dois tuer personne, donc j'utilise must. Conclusion, je vous ai fait un petit tableau, donc là, on a les verbes modals qui existent, donc can, could, might, should, ought to, must, et leurs utilisations en fonction de chaque verbe modal. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo sur les verbes modaux. Je vous laisse faire les exercices. N'oubliez pas de me mettre en commentaire le temps de la phrase juste avant. Sinon, je vous invite à aller regarder encore une fois les vidéos du module 1 et à ne pas passer cette vidéo tant que vous n'avez pas trouvé le temps. Et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Bisous bisous!